Alors, je m'appelle Bénédicte Del Risco, je suis juriste de formation, donc un pur produit de l'université. Je travaille depuis ma sortie de l'université, ça fait donc déjà quelques années, dans le domaine de la formation juridique. Nous avons commencé avec mon associée Géraldine Mariotte, qui est au premier étage, en préparant des étudiants au grand concours juridique, magistrature, barreau, notariat. Et nous avions fait le choix, dès le début, d'offrir à ces étudiants la possibilité d'être en contact avec des professionnels. Alors, je pense que l'université a évolué. De mon temps, c'est horrible, mais c'est la réalité. De mon temps, c'était très théorique, l'université, et nous étions très peu en contact avec des professionnels. Or, nous avions à cœur, nous, de les mettre en contact avec des avocats, des notaires, des magistrats, pour qu'ils aient des cours complémentaires et peut-être plus basés sur la pratique qu'à la fac. Et c'est en travaillant pendant toutes ces années avec nos étudiants et avec ces intervenants qu'a émergé à un moment l'idée qu'il fallait que l'on mette en place une formation destinée à des futures assistantes juridiques. C'est très précis. C'est un métier très précis. On est vraiment dans une niche. Je crois que vous évoquiez tout à l'heure les niches. Et là, pour le coup, on est vraiment dans une niche. En fait, ce qui s'est passé, je vais vous raconter ça rapidement, hein, et après on attaquera le cœur du sujet, mais je crois qu'on est déjà au cœur du sujet. Ce qui s'est passé, c'est que, en côtoyant notamment des avocats, énormément, pour nos classes préparatoires, est ressorti le constat qu'ils avaient beaucoup de mal à recruter. Ça aussi, c'est quelque chose dont vous parliez tout à l'heure. Parfois, certains secteurs ont du mal à recruter. En fait, ils se trouvaient confrontés à une réalité qui était d'avoir des personnes qui postulaient en sortant de l'université, mais qui pour le coup avaient des connaissances juridiques, mais pas de compétences juridiques, qui n'avaient pas de compétences en bureautique, pas de compétences techniques en secrétariat, n'avaient jamais rédigé un acte juridique. J'ai un master 2 et différents certificats, je n'ai jamais rédigé un acte juridique. Ou alors, des jeunes femmes, alors je vais beaucoup parler des femmes, puisque c'est un métier essentiellement féminin, et que je suis avec des femmes tout le temps. Donc c'est vraiment une problématique que je connais bien, et je ne vais pas exclure les hommes, hein, ça n'est pas mon propos, mais c'est vrai que plus m'adresser aux femmes. Et donc des jeunes femmes qui avaient des BTS, par exemple, de secrétariat de direction, qui donc avaient des compétences tout à fait réelles dans le domaine de la bureautique, du secrétariat, mais n'avaient pas de compétences, là encore, juridiques. Or, ce sont des métiers du juridique, qui sont des métiers quand même très techniques, très précis, qui font appel à des connaissances et à des compétences extrêmement particulières. Bon, on nous avait fait ce constat. Qu'est-ce qu'on allait en faire de ce constat ? Et bien du coup, ce que nous avons fait, c'est que nous avons demandé à ces avocats avec qui nous travaillons, à leurs assistantes, de nous établir ce qui maintenant dans le référentiel de l'ingénierie de la dans le jargon de l'ingénierie de la formation s'appelle un référentiel de certification, mais à l'époque on ne le savait pas, c'est-à-dire de définir tout simplement les tâches, les compétences, alors les tâches qui étaient celles de l'assistante juridique, et puis les compétences qu'ils s'attendaient à trouver chez leurs assistantes juridiques. Et à partir de là, on leur a demandé de monter un programme de formation. Et puis on a fait pareil avec les notaires, on a fait pareil avec les huissiers. Et puis après, on a fait pareil avec les services juridiques des cabinets d'expertise comptable, etc., etc., parce que c'est déclinable, bien évidemment, dans tous les secteurs juridiques. Et on s'est lancé. Voilà. On a créé donc cette formation, qui est une formation d'assistant, puisque nous avons quand même quelques hommes juridiques. Nous l'avons fait enregistrer au RNCP, donc elle est enregistrée RNCP, donc éligible à tous les types de financement au niveau 2, niveau 3, excusez-moi, qui donc équivaut à un bac plus 2. Et puis après, on a décliné des formations catalogues, des formations plus courtes, dans différents domaines juridiques toujours, puisqu'on reste dans notre cœur de compétences,
qui s'adresse la plus à des personnes qui sont en poste et qui ont besoin de se former ou de réactualiser des compétences juridiques sur des périodes courtes. Cette formation d'assistante juridique dure 9 mois, le temps d'une grossesse. Hasard, je ne sais pas. Elle comprend 2 mois de stage et nous plaçons nos stagiaires. Ce n'est pas à nos stagiaires de trouver leur stage parce que ce sont des milieux qui sont assez fermés puisqu'ils sont soumis à des règles déontologiques très strictes. Et donc nous plaçons nos stagiaires pendant 2 mois dans leur région d'origine. Et là, nous verrons tout à l'heure que ça fait partie des atouts incroyables du e-learning. Cette souplesse, cette agilité. Quand nous avons commencé, la formation existait qu'en présentiel pur. Et là, je vais attaquer le cœur de mon intervention, qui est les atouts du e-learning et du semi-présentiel. Donc pendant des années, ça fait maintenant 17 ans que la formation existe, pendant des années, elle n'existait qu'en présentiel à raison d'une 30aine d'heures par semaine. D'accord ? Et donc à Bordeaux, puisque nous sommes à Bordeaux. Ça fonctionnait bien, mais c'était très lourd, en fait. Très lourd, et très vite, on s'est intéressé forcément, puisque c'est quand même notre métier, aux nouvelles formes de pédagogie et aux nouveaux outils qui nous sont proposés. Parce que vous disiez tout à l'heure que beaucoup de métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Et si vous avez des enfants comme moi qui attaquent leur vie étudiante, c'est quelque chose dont vous avez bien conscience et dont ils ont, eux, conscience aussi. Mais s'il est vrai que beaucoup de métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui existeront demain et qu'on ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait hier, eh bien c'est exactement pareil pour l'apprentissage. On n'apprend plus aujourd'hui comme on apprenait hier. Et on dispose d'outils incroyables pour se former, qui n'existaient pas avant. Or, le présentiel, c'est quand même un cadre très strict. Ça oblige à sortir de chez soi ou à quitter son emploi, à s'éloigner parfois géographiquement pour trouver la formation qui nous intéresse, parfois même à exclure certaines formations parce qu'elles ne sont pas sur le territoire sur lequel on réside, ou trop éloignées, ce qui bien évidemment implique des coûts et une organisation très complexe. C'est aussi la difficulté, puisque nous avons fait le choix dès le début, et là je vous rejoins aussi, c'est de ne mettre personne dans une case. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a pendant quelques années exercé dans un domaine qu'on n'est pas légitime à s'octroyer l'envie d'explorer un autre domaine. Et nous avons des stagiaires qui viennent d'univers professionnels complètement différents. Des personnes qui viennent de la petite enfance, des infirmières, des fleuristes, des coiffeuses, des bac+4, des géologues, des diplômés en muséologie, des jeunes filles qui sont passées par la fac de droit, des assistantes de direction, mais je ne peux pas de toute façon énumérer puisque c'est tellement varié que ce serait difficile de le faire. Alors bien évidemment, il y a un entretien de candidature, mais tous les dossiers que nous recevons donnent lieu à entraînent cet entretien, provoquent cet entretien. Et tout ça pour vous dire qu'une classe, avec un enseignement classique en présentiel, c'est aussi l'obligation pour l'intervenant d'essayer de jongler entre ces écarts, parce que tout le monde arrive avec ses forces et ses faiblesses, mais n'empêche qu'un cours, il faut qu'il avance. Et que c'était difficile, justement, pour les intervenants de s'adresser à tout le monde, que certaines se sentaient parfois moins légitimes que d'autres. Et le sentiment d'illégitimité, il est très fort, déjà quand on se pose la question de se reconvertir, et puis peut être très fort aussi quand on est en formation, c'est-à-dire, mais est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je vais y arriver? Et ça, c'était compliqué d'arriver à suivre tout le monde. Enfin bref, à force de penser à tout ça, on s'est dit, bon, et pourquoi on ne la montrait pas aussi en e-learning, cette formation? Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend beaucoup de temps parce que c'est une transformation et ça prend du temps. Mais n'empêche qu'on s'est très vite rendu compte que ça fonctionnait très bien en e-learning. Que ça fonctionnait vraiment très bien. Parce que là, pour le coup, le e-learning, il a des atouts mais considérables.
c'est que tout d'un coup, vous pouvez vous former quand vous voulez, vous entrez en formation quand vous le souhaitez, d'où vous voulez, vous restez en poste si vous le souhaitez. Si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez vous former de chez vous. En fait, c'est vraiment la formation qui vient à vous, qui s'adapte à vous, et pas vous qui endossez des contraintes pour vous former. Alors, vous savez toutes, je suppose, à quel point nos journées, à nous les femmes, sont remplies et denses. Et au-delà de ça même, à quel point il est difficile, je pense, de trouver déjà le temps de s'arrêter et de se dire est-ce que ce que je fais, je le fais toujours bien et est-ce que j'ai toujours envie de le faire? Est-ce que je n'essaierai pas de faire autre chose? Oui, mais bon, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai un métier. Est-ce que vous savez, ce sentiment de culpabilité qu'on peut éprouver en se disant tiens, je vais me remettre tout d'un coup au cœur du processus, faire un petit bilan et m'octroyer le droit de penser à moi, éventuellement peut-être même de me former. Donc il y a beaucoup de verrous à faire sauter déjà pour entamer cette démarche de reconversion professionnelle, mais il y a encore plein de verrous à faire sauter pour franchir le pas de se former. Alors 9 mois, c'est long. Et cette agilité du e-learning, c'est ça, c'est tout d'un coup se dire mais je n'ai pas de contraintes géographiques, c'est-à-dire que moi j'ai toujours rêvé de faire ce métier-là, ça n'existe pas une formation à côté de chez moi dans ce métier-là, mais là tout d'un coup, je peux de chez moi, sur une plateforme dédiée, où je peux dialoguer avec les intervenants, où j'ai un tutorat, parce que c'est extrêmement important, et ça je le verrai dans la dernière partie, pour que ça fonctionne, le e-learning, il faut des garanties. Voilà, il y a des choses qui sont essentielles. Mais tout d'un coup, c'est cette possibilité-là, c'est cette agilité-là. Entre midi et 2, allez hop, je m'y mets un petit peu. Le soir, une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, pendant que les enfants sont à l'école, eh ben je peux me faire un planning, le mercredi me rendre disponible, rester à mon poste, parce que économiquement, c'est pas toujours simple de quitter son poste pour se former. Là aussi, ça fait partie des réalités. On vit avec les cartes qu'on a en main et les réalités qui s'imposent à nous. On n'est pas on ne peut pas tout faire, on ne peut pas non plus tout assumer. Donc ça, le e-learning, c'est extraordinaire pour ça. Et il y a des outils qui existent, qui sont mais vraiment extrêmement, même ludiques parfois. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'on va vers une exploitation encore bien plus importante de tous ces outils-là. Parce que Internet, quand même, et le digital a aussi énormément d'avantages. Et puis, pour celles qui ne sont pas faites pour le e-learning, parce que tout le monde n'est pas fait pour ce format-là, il existe une autre offre qui est le semi-présentiel. Alors, cette offre, on la trouve parfois sous l'appellation de blended. Et qu'est-ce que c'est que le semi-présentiel? C'est quelque chose de très intéressant, je trouve. En fait, le semi-présentiel, c'est l'application de ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, mais le schéma traditionnel d'enseignement, c'est je vais en cours, je prends des notes, j'approfondis, j'applique chez moi, seul. C'est-à-dire qu'en cours, je prends des notes, et puis pour tout ce qui est l'approfondissement, ça c'est à la maison. C'est l'école de nos enfants, en fait, grosso modo. La pédagogie inversée, c'est j'apprends en autonomie, avec un tutorat, bien sûr, après tout ce qui est mis en place. Et quand je suis en regroupement présentiel avec l'intervenant et les autres, là, j'applique, là, je décortique, là, je pose des questions, et là, je fais du concret. Donc, on inverse le processus. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire avec la pédagogie inversée, c'est que pour le coup, vous suivez votre propre rythme. S'il y a des matières, parce que votre parcours professionnel vous a familiarisé avec certaines matières où vous allez très vite, tant mieux, vous irez très vite. Si vous devez passer plus de temps sur certaines choses, vous passerez plus de temps sur certaines choses et vous n'êtes pas soumise au format des 2 heures de cours où vous allez prendre des notes, toutes soumises au même rythme et vous dépatouillez toute seule, rentrez chez vous avec les cours et les notes que vous avez prises. Donc la pédagogie inversée, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir, pareil que pour le e-learning, cet environnement, alors nous c'est une plateforme, un compte dédié où vous avez tous les supports de cours, tous les exercices, la possibilité de poser des questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas aux intervenants directement.
un tutorat toutes les 2 semaines par webcam où on vous aide à apprendre, à savoir comment même vous organiser, comment organiser votre semaine de formation avec vos contraintes qui sont les vôtres, mais pas celles de la voisine ou d'une autre personne, mais les vôtres. Mais en plus, avec le semi-présentiel, vous avez tous les mois un regroupement de 2 ou 3 jours où là, vous allez pouvoir échanger avec les autres, avec les intervenants et mettre en application tout ce que vous avez appris. Avec bien évidemment une progression pédagogique à respecter pour que les présentiels soient harmonieux et que vous puissiez, que les stagiaires puissent tous échanger et suivre. Donc ça, ce sont les atouts, cette agilité-là qui vous permet de concilier, en fait, qui permet de concilier vie personnelle, vie professionnelle, vie familiale et désir légitime ou besoin très légitime de se former. Pour que ça fonctionne, bien évidemment, il faut mettre en place beaucoup de choses. Déjà que le centre de formation que vous choisirez ne vous fasse vraiment la démarche de vous accompagner, que vous ne soyez pas isolé. Voilà. Il ne faut pas que enseignement en e-learning, formation en e-learning soit synonyme d'isolement. Vous devez être accompagné. C'est primordial, l'accompagnement. C'est primordial, vraiment. C'est quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est la pierre angulaire d'une formation. Il faut que vous puissiez vous appuyer sur ce tutorat-là, que vous puissiez poser des questions à vos intervenants, que vous soyez toujours reliés. C'est important. Le semi-présentiel, pour le coup, est peut-être plus facile grâce au regroupement au présentiel. Et puis vous, en formation, il va falloir que vous vous gendarmiez, que vous vous créiez un rythme et un cadre de travail. Moi, ce que je conseille toujours à mes stagiaires, c'est de ne pas faire un plan sur un mois, par exemple, en disant, alors, là, au mois de mai, je vais travailler le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de telle heure à telle heure, le week-end de telle heure à telle heure. Parce que ce n'est jamais réaliste. Parce que vous ne savez pas encore ce qui va se passer forcément dans ce mois-là, qu'il y a toujours des imprévus, des impondérables, et que pour le coup, après, vous allez vous sentir coupable si vous n'avez pas respecté à la lettre le mardi, etc., ce que vous aviez prévu de faire. Moi, je leur conseille toujours, le dimanche, de se poser, de regarder la semaine qui vient, de se dire, voilà, c'est la semaine prochaine, j'ai tel impératif, telle et telle contrainte, comment j'articule ces contraintes avec ma formation. Et là, pour le coup, de s'y tenir, vraiment. Mais de faire quelque chose de réaliste, parce qu'on a toujours tendance à se charger, à se surcharger, et à vouloir aller tout en haut de la montagne tout de suite sans passer par les étapes nécessaires. Donc je pense qu'il faut être un petit peu doux et douce avec soi-même et être réaliste, tout simplement. Donc ça, c'est essentiel, se créer des objectifs d'apprentissage et un cadre d'apprentissage réaliste. Parce qu'une maman seule avec 2 enfants et qui travaille en même temps, elle n'a pas besoin du même accompagnement, elle n'a pas la même disponibilité que quelqu'un qui va pouvoir consacrer 9 mois à sa formation en toute tranquillité parce que ses enfants sont grands et qu'elle est soutenue chez elle. Donc chaque cas est individuel et ça, une formation, elle doit en tenir compte. Et l'e-learning permet d'en tenir compte. Et ça, c'est essentiel. Et puis parfois, on en a marre d'être enfermé chez soi, tout simplement. Alors, là aussi, il faut trouver des solutions. La bibliothèque, c'en est une. Il y a toujours des bibliothèques où on peut aller se réfugier, où on peut voir d'autres personnes travailler et rompre l'isolement. Ne pas rester tout le temps chez soi. Ce n'est pas parce que vous vous formez en e-learning que vous êtes obligé de rester chez vous. Vous pouvez trouver d'autres cadres de travail pour vous accueillir. Tout ça, c'est vraiment une agilité incroyable. Ça peut merveilleusement bien fonctionner si vous avez en face de vous l'interlocuteur qui vous accompagne et si vous mobilisez tous ces trucs et astuces, je dirais, qui sont à votre disposition. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, je suis disponible pour vous répondre.